En fait, il y a deux gros sujets qui se posent lorsqu'on crée un jeu et lorsqu'on crée un studio autour du jeu. Le premier sujet, c'est l'organisation de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va participer à la création du jeu, une personne physique qui va participer à la création du jeu, il va falloir récupérer ses droits au sein du studio. Ce transfert, il ne se fait pas automatiquement en droit français. Et on doit l'organiser. Et même dans certaines situations, quand il se fait automatiquement, il est même préférable de l'organiser par un contrat. Typiquement, lorsqu'on a un contrat de travail avec quelqu'un, on a l'impression donc qu'une personne est employée, on a l'impression que ses droits sont transférés automatiquement au studio du seul fait du contrat de travail. Or c'est pas le cas. En tout cas c'est le cas uniquement pour les salariés développeurs qui font que du logiciel. Mais si on a un développeur qui fait également de la musique ou du graphisme, ça va être des sujets qu'il va falloir traiter directement dans le contrat de travail. Donc ça, cette question d'organisation, c'est le premier sujet à se poser et à se dire, c'est-à-dire de faire des contrats de cession de droits d'auteur entre les différentes personnes qui participent à la création du jeu, même si elles sont externes, même si elles sont prestataires, etc. Même les associés, même les fondateurs du studio, même la core team, tout le monde, il va falloir organiser cette cession de droits d'auteur pour permettre au studio de ensuite exploiter directement le jeu vidéo avec un éditeur ou directement avec des plateformes de distribution comme Steam ou comme Apple Store ou Google Store, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Donc l'organisation de l'IP. Le deuxième point, ça va être la protection de la marque. Donc un peu la protection de la vitrine du jeu. Donc ça sera plus une protection qui va se faire sur le signe qui va permettre à vos clients, donc les acheteurs du jeu potentiellement, les consommateurs du jeu, etc., de retrouver votre jeu sur le store. Donc c'est le dépôt de la marque. En fait, c'est déposer une marque sur le nom du jeu. C'est quelque chose qui pour moi est de plus en plus nécessaire sur PC console et qui est absolument nécessaire sur mobile, sauf si sur mobile, on est sur une optique de jeu hyper snack, il y a un peu à la Vodou, un peu à la Huma Games, où là on va plutôt investir sur le nom du studio, parce que c'est plutôt ça qui va se référer, enfin que le public va rechercher entre guillemets, sauf en cas de succès du jeu. Donc là on a principe, exception de l'exception. Mais en tout cas sur les prods indé plus classiques, on va plutôt se concentrer sur le nom du jeu pour permettre, par le dépôt d'une marque, de protéger justement ces investissements en communication autour du nom du jeu et de protéger un peu la production de plusieurs mois voire plusieurs années sur le nom d'un jeu. Et tu vois un peu des seuils ou c'est pas forcément des seuils? En fait, c'est plus du temps passé pour moi. C'est plus des investissements quand tu passes 2-3 mois sur un jeu, t'es pas forcément obligé d'envisager le dépôt de son nom à titre de marque. Alors que quand tu commences à passer 1 an, enfin 9 mois, 1 an et demi, 2 ans, la problématique c'est si tu déposes pas le nom du jeu à titre de marque, lorsque tu vas le sortir sur Steam, il va y avoir potentiellement une marque qui est déjà enregistrée et donc un strike potentiel de ton jeu. Et là, c'est 2 ans d'investissement qui sont mis à la poubelle. Ce critère-là qu'il faut regarder, je pense, c'est les investissements financiers d'une part, mais aussi le temps passé et l'énergie passée dans le jeu. Et si on veut protéger ces investissements-là ou pas. Ou est-ce que entre guillemets, il y a des gens qui sont tentés d'attendre la sortie du jeu? Ouais, en fait, sur le dépôt de marque, sur la question de timer ton dépôt de marque, le mieux, à mon sens, c'est d'attendre. Soit tu le fais avant ta première grosse communication ou quand tu commences à avoir des wishlists qui sont assez importantes, où tu te dis, ça peut très bien fonctionner, ça peut très bien se lancer. Donc, dans ce cas-là, je veux protéger cette partie-là, cet investissement-là. Dans ce cas-là, tu le déposes dès que tu as suffisamment de wishlists, voire quand tu as un investissement financier comme un éditeur qui vient financer le jeu, etc. Soit tu le déposes 3 mois avant la sortie du jeu, ce qui te permet en fait de bénéficier de ce qu'on appelle du délai de priorité. Alors le délai de priorité, qu'est-ce que c'est? Lorsque tu vas te faire ton premier dépôt de marque française, tu vas bénéficier pendant 6 mois après le dépôt de la marque française d'un temps figé entre guillemets. En tout cas, toutes les extensions que tu vas faire à l'étranger vont rétroagir à la date de dépôt de ta marque française. Donc ça te permet d'attendre la sortie de ton jeu, d'avoir déposé ta marque 3 mois avant la sortie, d'attendre la sortie de ton jeu, de voir quelles sont les premières ventes et quels sont les premiers indicateurs, et d'étendre ta marque à l'étranger si tu as besoin en Union Européenne, aux États-Unis, au UK, qui sont les principaux marchés, voire la Chine, voire le Japon, voire la Corée du Sud, tout en revendiquant la date de dépôt français, donc 3 mois avant la sortie du jeu. Donc ça te permet de construire cette stratégie de protection de marque. Ça, pour les studios indés, moi ce que je recommande de faire à minima, c'est le dépôt français sur le nom du jeu. Le nom du studio, c'est plus secondaire et c'est plus si tu as une stratégie spécifique avec le studio. Si tu es un peu à la Suck Pop par exemple, où tu fais beaucoup de jeux, en fait les modèles mobiles en fait, où tu fais beaucoup de jeux à la suite et tu es plus à tester des jeux, des idées, dans ce cas-là, vaut mieux déposer le nom du studio en tant que tel. Parce que j'ai tendance à dire que le nom du studio, c'est plutôt une protection B2B par rapport à tes partenaires commerciaux, alors que le nom du jeu, c'est plutôt une protection B2C par rapport à la protection de ta vitrine commerciale, du nom du jeu et de la vente du jeu auprès du public, quoi.
Ouais, limite, peut-être qu'on peut revenir un peu sur ce côté contrat de cession, parce que Ouais. ça, on va un peu aborder déjà. Tout à fait. Du coup, donc le deuxième point, c'est le dépôt de marque. Et le troisième point, avant de faire le contrat de cession, c'est tous les contrats qui vont régir ta relation avec tes consommateurs. Et ça, tu en as besoin. T'en as principalement besoin si tu fais un contrat, si tu fais un jeu multijoueur. En fait, si tu as un jeu multi et que tu as des interactions entre les joueurs, il faut des CGU ou des CLUF, des conditions générales d'utilisation ou le ULA en anglais, ou un contrat de licence utilisateur final, qui va régir en fait la possibilité de modérer les échanges avec tes utilisateurs et tout ce process-là. Donc ça, c'est plus les contrats. Il y a aussi tout ce qui est données personnelles qui va être inclus dans ça. Mais ouais, ça j'en fais aussi. Et en fait, moi, le contrat de licence utilisateur final, c'est l'autorisation du studio envers ses propres utilisateurs. Donc c'est une licence en réalité. Donc c'est de la propriété intellectuelle. Et du coup, c'est ce qui va régir justement le fait de qu'est-ce que vous pouvez faire sur le jeu, comment vous pouvez interagir, le système de signalement aussi d'atteinte. Par exemple, s'il y a une atteinte à un droit de propriété intellectuelle où il y a de la promotion d'activités illégales ou même des choses qui sont directement illégales comme des actes, des insultes ou etc. CGU ou les CLUF vont permettre de bannir une personne ou de shadowban une personne, etc. Dans quelles conditions, etc. C'est quelque chose qu'il faut intégrer directement dans le document juridique qui est les CGU, qui sont jamais lus par les utilisateurs, mais qui permettent de couvrir derrière le studio, justement quand ils ont besoin de faire ce genre de choses. Donc ça, c'est un peu les trois aspects, sachant que le plus critique, à mon sens, c'est la partie droit d'auteur et organisation des droits au sein du studio, parce que c'est aussi des documents qui vont devoir être transmis au CNC, par exemple, lorsqu'on fait des demandes d'aide. Là, donc je reviens sur le premier point. Le premier point, c'est l'organisation de l'IP au sein du studio, donc aller chercher les droits d'auteur de chacune des personnes qui ont participé à la création du jeu et l'intégrer directement au studio, par des contrats de cession de droits d'auteur notamment. Donc il faut organiser l'IP au sein du studio par des contrats de cession de droits d'auteur. Il faut savoir que ces contrats de cession de droits d'auteur, on va devoir les faire avec chacune des personnes qui participent à la création du jeu. Ça va concerner la core team, les associés du projet, pour constater cette cession de droits d'auteur, pour que le studio rassemble aussi les droits des différents associés. Et ça, c'est quelque chose qu'on garantit, notamment quand on signe un contrat d'édition, c'est quelque chose qu'on garantit aussi à l'éditeur, que l'IP soit bien au sein du studio qui est contractant du contrat d'édition. Ça, c'est d'ailleurs que c'est un truc que les devs ils font rarement et ils peuvent se faire épingler dessus, quoi. Ils le font rarement, mais ça se fait de plus en plus. J'ai envie de te dire qu'il y a 10 ans, il n'y a personne qui le faisait. Et même quand j'en parlais, on me disait non mais qu'est-ce que tu viens nous foutre le bordel avec ces sujets-là. Aujourd'hui, les devs sont plutôt conscients de ça parce qu'on commence à avoir une vraie culture de l'IP. Et donc aussi des mésententes qu'il y a eu entre certains associés qui ont fait exploser des projets par exemple. Aujourd'hui, on veut éviter ça et on veut sécuriser l'IP au sein du studio. Quand tu parlais tout à l'heure du pacte d'associés par exemple, c'est quelque chose qui va permettre de régir les relations des associés entre eux, mais le complément du pacte d'associés qui est plutôt droit des sociétés, ça va être justement ce contrat de cession de droit d'auteur pour sécuriser le projet au sein du studio et pour que le studio, s'il y a un des associés qui part, pour que le studio puisse continuer à exploiter le jeu en question. On en parlait un peu avec Benoît, mais il y a aussi ce côté où en fait là on essaie de voir aussi les cas où le jeu il explose. Ouais. Et on a vraiment envie de se protéger aussi si le succès est là et mine de rien ça peut arriver, quoi. Ouais, c'est ça peut arriver, c'est des questions. Le contrat de cession de droit d'auteur permet de sécuriser les droits au sein du studio. Donc s'il y a un problème entre associés, que le studio puisse continuer à exploiter le jeu dans les conditions qu'on a fixées dans le contrat d'édition et dans le pacte d'associés. Dans le contrat de cession, et le pacte d'associés. Permet aussi pour chacun des associés de se rémunérer d'une certaine façon. C'est-à-dire que le contrat de cession de droit d'auteur, c'est pas une rémunération en tant qu'associé, on va pouvoir toucher des dividendes sur les bénéfices de la société, alors que le contrat de cession de droit d'auteur permet de se verser des redevances de droit d'auteur, qui sont, elles, plus avantageuses au niveau des charges sociales et au niveau fiscal. Et donc, on peut faire une sorte de panaché de rémunération qui vient avec un salaire, qui vient avec des dividendes, qui vient avec des droits d'auteur pour justement avoir un équilibre et une rémunération qui est un peu plus optimisée sur la core team ou les associés d'une boîte. En gros, quand il y a un succès, c'est potentiellement avoir différents statuts qui peuvent exactement faire des compléments. Ouais, c'est ça. En gros, ouais, c'est dans ces projets-là, quand il y a un gros succès, c'est bien d'avoir des droits d'auteur pour avoir aussi une rémunération intéressante, enfin une fiscalité intéressante sur ces droits d'auteur-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est à chaque fois qu'on va participer, qu'on va solliciter un tiers ou un employé ou un prestataire de service pour créer certaines choses, le fait de régir le contrat de cession de droits d'auteur, d'établir une cession de droits d'auteur, ça va permettre de sécuriser les relations avec ce tiers, avec le salarié, et notamment s'il quitte le projet, ça permettra de sécuriser que les droits sur ce qu'il a fait au sein du projet soient dans le studio et qu'il ne l'attaque pas derrière le studio. Ça, c'est ce que beaucoup de boîtes ne font pas, même moi j'ai fait ça aussi, mais c'est vrai que
Il y a ce côté, en fait, on ne s'est pas assez protégé. Ouais, et après il y a un côté en plus c'est assez simplifié parce que si on fait un contrat de travail, ce qui est obligatoire en droit français sur la partie droit du travail, on peut faire une clause de cession de droit d'auteur assez simplifiée. C'est juste une clause à rajouter. Ça bouge pas la rémunération du salarié, c'est juste, faut le prévoir explicitement. Sur les prestataires de services, souvent on fait des contrats, on fait pas de contrat de commande, et donc on a une presta qui est basée sur un devis et une facture. Dans ce cas-là, il faut faire un contrat de cession spécifique. Et ça, c'est quelque chose à organiser. En fait, on va avoir, ça va permettre aussi de régir une certaine selon les prestataires qu'on va solliciter, mais ça va permettre de régir l'autorisation qu'on a pour exploiter les éléments qui ont été créés par le prestataire. Typiquement, est-ce qu'on peut faire des suites ? Si on fait des suites, est-ce qu'on doit obligatoirement solliciter ce prestataire-là pour reparticiper à la suite, etc., etc. Très concrètement, imaginons qu'un DA fait la DA de ton jeu. Ton jeu est un énorme succès, et il peut entre guillemets te le mettre dans l'os parce qu'il dit en fait moi je dois avoir 10% des ventes. Exactement. Si t'as pas organisé tes droits d'auteur sur un prestataire DA qui a fait toute la DA et tous les graphismes de ton jeu, il pourrait simplement dire mais en fait mes graphismes, tant que je te les ai pas autorisés, enfin les droits d'auteur que j'ai sur les graphismes de ton jeu, tant que j'ai pas autorisé leur exploitation, tu t'exploites pas le jeu. Donc en gros on va se mettre d'accord et tu vas me payer 10% de droits d'auteur. Ça c'est possible, ça c'est des choses qui arrivent. Moi c'est même des choses où j'ai eu certains clients où j'étais du côté soit du studio soit du créateur, et je peux te dire que quand t'es côté créateur et que t'es dans cette situation là, t'es plutôt en position de force pour négocier quoi. Ouais. C'est les moments où en tant que créateur tu vas aller chercher 20 000 euros, 50 000 euros. Par exemple le DA Ouais, le DA ou non, non la partie personne physique ouais. Okay. Auteur, voilà, exactement. Okay. Et donc, tu as un côté vaut mieux l'organiser, au moins vous vous mettez d'accord directement avec les personnes avec qui vous travaillez pour ne pas avoir ce genre de soucis et pour que, en fait, le contrat et votre relation contractuelle avec les personnes que vous sollicitez soit solide. Parce que si on est d'accord, on sait comment on va fonctionner, donc il n'y aura pas de contestation ensuite. Oui, parce qu'il y a cet aspect aussi, en plus, ça peut concerner à la fois le son, les visuels, le code et tout. Ça concerne toutes les parties du jeu vidéo. En fait, il faut savoir que le régime juridique du jeu vidéo, c'est un régime distributif. La justice a considéré que le jeu vidéo était une œuvre complexe. Donc chacun des éléments est protégé au titre de son propre régime. Le logiciel comme du logiciel, la musique comme de la musique, le scénario comme du scénario, le game design comme du game design, etc., etc. C'est-à-dire que chacune des personnes qui font ces éléments-là sont potentiellement autrices et ont des droits sur ces éléments-là et sur le tout pris dans son ensemble, sur le jeu vidéo pris dans son ensemble. Et donc c'est un peu ça la difficulté, c'est qu'il faut l'organiser avec tout le monde qui participe à la création du jeu en tant que tel. Quelqu'un qui fait du coaching ou du consulting sur le jeu, on n'aura pas de droit d'auteur parce qu'il n'y aura pas une activité créative directement au sein du jeu. Mais ouais, ceux qui font le dev, ceux qui font le scénario, ceux qui font du GD ou du LD dans le jeu. Moi, ce que je recommande, c'est d'avoir un modèle de contrat qu'on adapte sur chacune des situations et qu'on ait une pratique. Toi, tu aides comment les studios là-dessus? Tu peux faire un modèle de contrat? Ouais, c'est ça. En fait, je rédige le contrat et je l'adapte sur chacun des créateurs et créatrices qui ont participé au jeu. Et derrière, je fais aussi un transfert de savoir-faire pour que les studios puissent aussi, en tout cas, traiter les questions les plus simples directement. Et s'ils ont une vraie problématique, ils m'appellent encore sur des points très particuliers. Une certaine autonomisation des studios avec qui je travaille, quoi. Un transfert de savoir-faire. Aussi un état des lieux un peu, genre si un studio il a rien fait depuis 3 ans qu'il est créé, est-ce qu'il y a un moyen de faire un état des lieux? Ouais, il y aura un état des lieux qui est fait de toute façon, qui est un peu dans la prestation, de se dire où sont les droits et qui vous avez sollicité justement pour créer le jeu. Et c'est là où on va déterminer quel contrat on va devoir mettre en place. Et typiquement, si on a une équipe de 5 personnes avec un dev, un musicien, un GD, un scénariste et un graphiste, ça va être le truc hyper simple où on a un contrat qui va pouvoir s'appliquer à tout le monde qui est à peu près pareil. Si par contre on commence à avoir plusieurs prestataires, on commence à avoir de la motion capture, on a des personnes qui sont intervenues ou des personnes étrangères qui sont intervenues sur le jeu via une plateforme de presta ou des choses comme ça, tout ça il va falloir mettre tout à plat et voir justement comment on peut réunir les droits de la façon la plus complète possible. Sachant que quand on a un succès, souvent on va faire monter les équipes, on va faire grossir les équipes d'une part, mais d'autre part on va aussi aller chercher certaines prestas. Parler de mocap, donc de motion capture, souvent quand on commence à avoir des gros financements, on va aller chercher justement des doubleurs, on va aller chercher des comédiens, etc., etc. Même eux, ils peuvent avoir des droits de propriété intellectuelle sur ce qu'ils font au sein du jeu. Ils ne sont pas forcément des droits d'auteur, mais des droits voisins. Mais même ça, il faut l'organiser. Et ils vont aussi se poser les questions de
comment je peux exploiter, par exemple pour la musique, comment je peux exploiter la musique seule, est-ce que c'est le studio qui s'en occupe ou est-ce que c'est le compositeur qui garde ces droits-là, est-ce que si on fait une adaptation audiovisuelle du jeu, quels sont les droits des personnes qui ont participé à cette adaptation audiovisuelle, etc., etc. Parce qu'on en parlait, il y a aussi ce côté, les subventions, ça peut être pratique aussi dans certains cas où on dit, bon bah voilà, d'ailleurs pourquoi par exemple le CNC dit il nous faut les droits de cession En fait, c'est le deuxième aspect. Le premier aspect des contrats de cession de droits d'auteur de l'organisation de l'IP, c'est réunir les droits sur le studio. C'est pour sécuriser ces droits-là. C'est pour que le studio soit titulaire de l'ensemble des droits et qu'il puisse l'exploiter librement. Le deuxième aspect, c'est un aspect de valorisation. C'est-à-dire que dès qu'on va organiser l'IP et qu'on va la réunir dans le studio, on va pouvoir suivre le temps passé et les investissements qui ont été faits pour créer cette IP. Et donc, on va pouvoir lui donner une certaine valeur. On va pouvoir dire, par exemple, il y a une équipe de 5 personnes qui a travaillé sur le jeu pendant 2 ans. Ça a une valeur de 250 000 € parce que cette personne-là qui travaille sur ce temps-là particulier avec cette expérience-là, ça a cette valeur-là selon certains critères spécifiques. Le CNC va pouvoir prendre en compte ce genre d'évaluation, en tout cas d'estimation. Moi, il faut savoir que je fais des prestations justement d'évaluation financière de l'IP, mais c'est des choses qui se font plutôt vu les montants et vu le travail que ça demande, c'est des choses qui sont directement dans des montants un peu plus élevés. C'est quand on va chercher 200 000 €, 300 000 € et qu'on a besoin d'évaluer de façon un peu plus forte. Mais c'est des choses qui sont prises en compte donc pour le CNC, pour les financeurs publics, aussi pour les financeurs privés. Quand tu as une banque qui va te demander de prouver certaines choses, le fait d'avoir une évaluation de ton IP certifiée par un professionnel d'une part de l'IP et d'autre part par un commissaire aux apports par exemple, donc un professionnel du chiffre aussi, ça te permet d'avoir un certain sérieux et une certaine valeur sur justement l'IP et ce sur quoi tu veux te baser. Sachant que pour les bilans, ça par exemple, c'est quand même très important de pouvoir valoriser ton apport de ce que tu as créé. Potentiellement, ça peut faire beaucoup. Il y a toute une stratégie, il y a toute une stratégie sur la gestion de la boîte et sur la question du bilan, sur la question des immobilisations, etc., à voir avec un expert comptable spécialisé sur le sujet, mais ça rentre aussi dans ce jeu-là de gestion de la boîte et ça peut avoir un vrai impact dessus, quoi. Faut se dire que le travail qui est effectué avant la création de la société, c'est pas du travail perdu et ça peut être reconnu. Et de la même façon, le travail qui est fait pendant la création de la société, c'est pareil, c'est une production et donc ça aussi, ça peut être évalué, etc., etc. Quand on crée sa première boîte, on n'a pas conscience à quel point c'est clair. Ça peut avoir une importance. Ouais, c'est ça. C'est souvent dans les premières boîtes et dans les premiers studios. Il y a même certains créateurs qui vont se dire hobbyistes par exemple et non professionnels, alors qu'ils créent un jeu vidéo comme des professionnels. Et donc ça, c'est quand même de l'IP, c'est quand même des investissements, c'est quelque chose qui peut se valoriser. Pour pouvoir valoriser au mieux et pour pouvoir suivre ses créations au mieux et de les chiffrer au mieux, il faut quand même avoir une certaine hygiène de production, si je puis dire, en tout cas de suivre sa production. C'est-à-dire que il faut garder les preuves des différentes interventions qu'on a sur les créations qu'on fait. Et donc il faut des solutions de suivi comme un GitHub, GitLab, Dropbox, Google Drive pour pouvoir prouver justement, parce que même si on va voir quelqu'un pour évaluer l'IP en question ou le travail qui a été effectué, si vous avez aucune preuve, si vous avez aucun élément matériel, on ne pourra pas faire une évaluation sur la base de simples déclarations. Et donc il faut essayer d'avoir des solutions de versionning, il faut essayer d'avoir il faut garder les échanges. Typiquement si vous travaillez avec quelqu'un et qui vous fait des livraisons et que vous avez les factures, etc., mais même les échanges avec cette personne, l'investissement de temps et de travail sur ces sujets-là, c'est aussi des preuves qu'on va pouvoir prendre en compte pour se dire il y a cet investissement-là, il y a ce temps passé, donc ça a cette valeur-là. Donc tout ça, c'est des choses... on n'a pas encore on n'a pas trop en tout cas cette culture-là, mais c'est quelque chose qui commence à arriver petit à petit et on a l'avantage d'avoir les droits de propriété intellectuelle qui sont un vrai réceptacle pour ça, qui simplifient l'évaluation entre guillemets, ou en tout cas qui permettent d'éviter du process d'évaluation en industrie qui est beaucoup plus complexe. Et les étapes clés, c'est vraiment déjà lorsqu'on crée un studio, c'est en propriété intellectuelle, on va déjà se réfléchir par projet, on va réfléchir par ce qu'on est en train de créer, moins le moyen de production que le projet. Donc le projet, il va falloir suivre les étapes de création, il va falloir avoir justement pouvoir déterminer qui fait quoi et garder les preuves de ça. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, une fois que le studio est créé, faire les cessions de droits entre les personnes physiques et le studio. Donc récupérer les droits pour permettre derrière différentes choses, sécuriser l'exploitation du jeu, de faire des demandes de financement. Troisième étape, c'est la question de dépôt de marque, protection du dépôt de la vitrine du jeu et permettre de sécuriser, comme on l'avait dit dans la dernière vidéo, permettre de sécuriser justement l'exploitation du jeu sur les plateformes.
Et déjà, si vous faites ça, vous avez un peu fait ce qu'il faut en matière de propriété intellectuelle, c'est le plus gros sujet. Après, les autres choses, ce sera un peu plus accessoire et c'est lorsque justement vous allez chercher un contrat d'éditeur avec un éditeur, c'est la négociation du contrat d'édition. Lorsque vous sortez le jeu, si c'est du multi, c'est les contrats d'exploitation, les CGU, les CLUF, etc. etc. Donc si par exemple on vient te voir, faut compter combien de temps aussi pour ce genre de choses Ça dépend un peu de l'organisation du studio et où est-ce que vous en êtes dans votre organisation et surtout votre budget. C'est-à-dire que faut savoir que les contrats de cession de droits d'auteur, vaut mieux les faire dès qu'on crée sa société. Les contrats de cession, c'est primordial au niveau juridique, mais il faut aussi savoir que, et ça les développeurs le savent mieux que moi, il y a beaucoup de choses qui sont primordiales dans la création du jeu. Si on sent qu'on a une difficulté avec un auteur qui participe au sein du jeu, qui participe à la création du jeu, on préfère l'organiser rapidement. Ou si on va signer un contrat d'édition, là on essaye d'organiser rapidement les droits d'auteur. En gros, ça prend un mois à être vraiment tout mis en place, la question de contrat de cession de droits d'auteur. C'est un acte à faire, une organisation à savoir. En tout cas, avec moi, c'est que je transfère aussi le savoir-faire et je construis un modèle de contrat qui est adapté à l'organisation du studio. Donc ça permet derrière de pas devoir refaire le contrat ou remodifier le contrat, puisque dès la base, on a un modèle où on se dit on va fonctionner comme ça dans notre studio. Attention aussi, dernier truc, même si on va l'aborder dans une autre musique, enfin dans une autre vidéo, il n'est pas obligatoire d'adhérer à la SACEM. C'est une idée reçue. Alors, quand on est compositeur de musique, on n'est pas obligé à la SACEM, c'est juste la SACEM, c'est demander à quelqu'un de gérer nos droits. C'est juste ça. Et donc, il n'y a pas d'obligation. Et donc, c'est pour ça qu'il faut demander à chaque fois, parce que souvent, les compositeurs de musique savent, lorsqu'ils travaillent dans le jeu vidéo, qu'il y a un sujet SACEM à traiter. Ça marche. Bon, j'arrête l'enregistrement là. Hop, je vais mettre la